Dans une maison silencieuse, même le tintement d'une cuillère peut cacher un secret. À travers les brumes feutrées de Baker Street et les regards qu'on détourne, une vérité sans témoin attend d'être révélée. D'où écoutez-vous cette histoire aujourd'hui? Quelle heure est-il chez vous, au moment où vous appuyez sur lecture? Dites-le-moi en commentaire. Le thé refroidit, les mots se taisent, mais certains silences parlent plus fort que des aveux. Tendez l'oreille, car parfois, ce n'est pas le crime qu'il faut chercher, mais celui qui l'a inspiré. Ce matin-là, un voile de brume s'étendait sur Londres, comme une couverture de silence humide. Depuis la fenêtre du salon, les contours familiers de Baker Street se noyaient dans une blancheur laiteuse, et l'on distinguait à peine la silhouette fuyante des fiacres glissant sur les pavés. J'avais l'habitude de ces matins où l'air semblait suspendu et où même le tic-tac du vieux régulateur se faisait plus grave. Holmes, fidèle à lui-même, demeurait affalé dans son fauteuil, les jambes croisées, les yeux mi-clos, entre deux volutes de tabac brun. Il ne prononçait mot depuis plus d'une heure. Par moments, je le soupçonnais de méditer quelques problèmes d'algèbre ou quelques conjectures criminelles surgies de ses archives mentales. Mais ce jour-là, son silence m'apparut plus dense, plus personnel. Je n'osais le troubler. Ce fut Mrs. Hudson qui, avec sa discrétion coutumière, nous apporta une lettre scellée d'un cachet de cire bleue. Je la pris sans empressement, l'encre du nom. Dr. G. H. Watson, Esquire, semblait avoir été tracé d'une main légèrement tremblante. Le papier avait jauni sur les bords, comme s'il avait dormi trop longtemps dans un tiroir oublié. Je rompis le sceau et dépliai la feuille. Les premières lignes m'interpellèrent aussitôt. Il ne s'agissait ni d'une banale consultation médicale, ni d'une missive mondaine. L'écriture était serrée, hésitante, presque gênée d'exister. L'auteur, une certaine Madame Adela Worthing, m'invitait à un petit déjeuner discret dans une auberge de Richmond. Elle évoquait, sans le nommer, un fardeau psychologique trop lourd pour être porté seul, et la nécessité urgente de me parler, loin de tout regard, surtout de celui des hommes de loi. Je fronçai les sourcils. Le style de cette lettre me troubla plus que son contenu. Il y avait dans le ton un mélange de retenue et de supplication, comme si la main qui l'avait tracée hésitait entre l'appel au secours et le désir d'être ignoré. Je la relus à voix haute, lentement, pour Holmes. Il ne bougea pas. À la mention de quelque chose d'indiciblement troublant, ses paupières tressaillirent à peine. La veuve n'offrait aucune précision. Elle refusait d'écrire davantage, affirmant que les mots, une fois couchés sur le papier, ne peuvent être effacés de l'âme, une phrase singulière, qui me frappa par son caractère presque littéraire. L'invitation se terminait par une formule inhabituelle. « Je vous attends à la lumière grise. Si vous venez seul, je parlerai. Si vous venez à deux, je me tairai peut-être. » Je posai la feuille sur la table, songeant à voix haute. Était-ce une affaire de conscience, de chantage, de peur? Holmes demeurait muet, et cette immobilité m'irritait légèrement. Je savais pourtant que ce silence n'était jamais vide. Après un long moment, Holmes étira la main, sans mot dire vers la table, y prit un petit couteau à beurre, en argent, et se mit à le faire tourner lentement entre ses doigts. L'objet cliquetait doucement contre la porcelaine, dessinant une sorte de rythme abscon. « Ce genre de lettre, Watson, dit-il enfin, ne dit rien, mais elle révèle tout, si l'on sait lire entre les lignes. » Il reposa le couteau, le manche vers moi, d'un geste mesuré. Je notais l'éclat mat de l'acier usé à la jointure. Rien n'était remarquable en lui, et pourtant, Holmes l'avait observé avec une attention digne d'un revolver chargé.
Vous avez l'intention d'y aller, je présume ?» Je hochai la tête. Il croisa les mains sous son menton. « Alors, allons-y ensemble. Une femme qui écrit ainsi ne veut pas seulement parler. Elle veut qu'on l'écoute à travers ce qu'elle ne dit pas. » En me levant pour aller chercher mon manteau, je fus surpris par une remarque que Holmes lança sans me regarder. « Vous avez remarqué qu'elle ne dit pas être seule ? Seule, elle signe de son nom. Worthing. Précisément. Mais elle ne dit jamais « je suis veuve », seulement « j'ai perdu mon mari ». C'est une nuance qui, dans certaines bouches, est pleine de prudence. Je le regardai, perplexe. Il allume une cigarette. Il est des femmes, Watson, qui n'enterrent jamais tout à fait leur mari, et d'autres qui portent le deuil de deux hommes, l'un réel, l'autre invisible. Je n'insistais pas, mais dans le regard de Holmes flottait une pensée plus vaste, que je n'étais pas encore en mesure d'atteindre. Une demi-heure plus tard, notre fiacre roulait lentement vers le sud-ouest, les roues assourdies par les nappes de brouillard qui s'étaient épaissies sur la Tamise. Holmes gardait les bras croisés, les yeux mi-clos, tandis que je relisais encore une fois la lettre sur mes genoux, cherchant, en vain, une logique derrière l'imprécision calculée de Madame Worthing. Chaque mot me semblait porteur d'un double sens, chaque omission, intentionnelle. Et à mesure que nous approchions de Richmond, une pensée me revenait, insistante. Peut-on vraiment rencontrer une âme troublée sans s'y laisser absorber un peu ? Holmes, sans ouvrir les yeux, murmura soudain. « Le danger n'est pas toujours dans les mots, Watson. Il est dans les silences qui les entourent. » Et nous laissâmes la brume refermer son voile derrière nous. Il y avait, ce matin-là, une qualité singulière dans l'air de Richmond, une quiétude épaisse, comme suspendue, que seule la respiration lente des jardins encore endormis semblait troubler. L'auberge, bien que discrète, portait l'élégance sobre des maisons où l'on n'élève jamais la voix. Le personnel y parlait peu, les pannes y étaient feutrées, et la lumière qui s'infiltrait par les hautes fenêtres paraissait elle-même hésiter à déranger les lieux. Deux femmes nous attendaient dans le petit salon du fond. Je les aperçus avant qu'elles ne nous voient. L'une se tenait droite, immobile, comme figée dans une attente sans impatience. L'autre, le dos légèrement voûté, faisait mine de feuilleter un journal déjà froissé. Le silence qui les unissait n'était pas celui de la complicité, mais de la nécessité. Madame Worthing fut la première à relever les yeux. Elle possédait cette austérité tranquille des femmes qui n'ont plus rien à prouver ni à espérer. Son visage, long et pâle, portait la trace des années, non comme un fardeau, mais comme une armure. Madame Allerton, en revanche, semblait en perpétuel mouvement intérieur. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord d'une serviette, et son regard se dérobait chaque fois qu'il rencontrait celui de sa voisine. Elles ne se parlaient en pas. Plus étrange encore, elles ne se regardaient en pas non plus. Et pourtant, il existait entre elles une sorte de tension contenue, un fil invisible qui reliait chacune de leurs respirations. Holmes, qui s'était arrêté à quelques pas, observa la scène sans un mot. Je sentis qu'il n'avait rien manqué de ce que moi-même peinais encore à comprendre. Nous prîmes place à la table. L'argenterie avait été disposée avec une rigueur presque militaire, et 4 tasses attendaient, silencieuses, leur contenu. Madame Worthing rompit le silence par une phrase anodine sur la météo, à laquelle Holmes répondit par un assentiment vague. Les banalités se succédèrent quelques instants, comme si la simple présence du thé suffisait à différer le sujet réel de notre venue. Mais le malaise, lui, n'était pas repoussé. Il flottait autour de nous comme un parfum ténu, perceptible sans être nommable. Chaque gorgée semblait peser.
Le cliquetis de la petite cuillère dans la porcelaine résonnait trop fort. Je m'efforçai de rester attentif, mais ce fut Holmes, bien sûr, qui sut interpréter le non-dit. Ce fut Madame Worthington qui la première s'aborda le cœur de l'affaire. Sa voix, basse et posée, ne trahissait ni trouble ni remords. Elle énonçait les faits comme on dresse un inventaire funéraire. « Mon mari, dit-elle, est mort dans son sommeil. Paisiblement, disait-il. Mais je n'ai jamais cru aux paix soudaines. Il avait le cœur robuste, trop robuste même. » Elle s'interrompit pour verser du thé à Madame Allerton, qui ne leva pas les yeux. Puis elle poursuivit. Et lorsque j'appris que le mari de Madame Allerton, un homme en bonne santé lui aussi, s'était éteint dans des circonstances presque identiques, je compris. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une répétition. Je jetai un regard furtif à Holmes. Il ne bougeait pas. Madame Worthing poursuivit, implacable. « Ce que je viens vous dire n'est pas un aveu, ce n'est pas une accusation, c'est une inquiétude qui ne me laisse pas. Et elle ne me quittera pas tant que vous ne m'aurez pas regardé et dit « Vous vous trompez. » « Pouvez-vous me le dire, docteur ?» Je ne répondis pas. Je crois que je ne le pouvais pas. Madame Worthing évoqua alors un nom qui sembla troubler, pour la première fois, la jeune veuve, le docteur Kemp. Il avait soigné les deux maris. C'était un homme réservé, un peu singulier, mais compétent. Les deux décès, expliqua-t-elle, avaient été certifiés par lui, à 2 ans d'intervalle. Même cause, même mot, syncope cardiaque. Et pourtant, dit-elle, il n'était pas cardiologue, il était apothicaire. Du moins, il l'avait été. Madame Allerton blêmit légèrement. Elle murmura, d'une voix qu'on entendait à peine. Mon mari disait toujours qu'il ne se sentait bien qu'après ses visites. Holmes ne la regarda pas. Il s'adressa à Madame Worthing. Est-ce vous qui avez choisi ce médecin? Non, c'est mon mari qui l'avait rencontré par affaire, je crois. Il l'estimait, tout du moins jusqu'à la fin. Cette dernière phrase fut prononcée avec une nuance que je n'aurais su qualifier, mais que Holmes nota sans doute. Alors que le thé refroidissait dans nos tasses oubliées, Holmes étira la main vers le journal, posé près de l'assiette de Madame Allerton. Il tourna une page, lentement, et son index s'arrêta sur un encadré discret, en bas de colonne. « Voilà qui est curieux, » dit-il. Nous nous penchâmes. Une petite annonce, offerte à la lecture du monde entier, mais que personne n'aurait réellement lue, était entourée d'un fin trait de crayon rouge. L'encre était récente. On pouvait encore sentir son odeur légèrement acide. À celui qui possède encore ce qui fut confié sous scellé, le temps est venu. Revenir au point d'origine. CHH Madame Worthing ne sembla pas la remarquer. Madame Allerton, elle, pâlit visiblement. Holmes replia le journal sans commentaire. Son regard se posa brièvement sur le couteau à beurre, posé un peu de travers sur la soucoupe. Puis il se tourna vers moi et dit, presque distraitement, « Je crois, Watson, que le petit déjeuner commence enfin. » Il est des lieux qui semblent porter en eux l'empreinte des fautes humaines. La devanture que nous trouvâmes au coin d'une ruelle de Mayfair n'était plus qu'une relique grise, muette, où les lettres effacées du mot apothécarie demeuraient visibles comme une cicatrice ancienne. Une planche clouée obstruait l'entrée, et l'air y sentait encore vaguement la poudre sèche et l'huile camphrée. Holmes s'arrêta un instant devant la vitrine poussiéreuse. Il posa la main contre la vitrine comme pour en sonder le silence, puis, d'un mouvement bref, passa sur le côté et fit glisser un battant dérobé. Je le suivis à l'intérieur. L'endroit, bien que vide, semblait encore habité, non par un homme, mais par son absence prolongée. Le docteur Kemp avait disparu, et pourtant son nom flottait encore dans chaque flacon,
chaque étagère branlante. C'était une disparition qui n'avait pas effacé les traces, mais les avait figées. En consultant les journaux d'archives dans les jours précédents, j'avais retrouvé la trace d'un épisode judiciaire, discret mais retentissant. Le docteur Percival Kemp, pharmacien établi à Mayfair depuis près de 2 décennies, avait été mis en cause dans une affaire de falsification de prescriptions. Des alcaloïdes remplacés par de simples extraits végétaux, des ordonnances modifiées à l'insu des médecins. Le scandale, bien que rapidement étouffé par un arrangement discret, avait ruiné sa réputation. Plus intrigante encore, les 2 défunts, M. Worthing et M. Allerton, apparaissaient parmi les premiers investisseurs de son officine, à une époque où le cabinet Kemp annonçait des rendements prodigieux. La faillite du pharmacien les avait, semble-t-il, frappés de plein fouet. Une ruine peut engendrer bien des silences, dis-je à Holmes, et parfois des rancunes muettes. Il acquiesça sans mot dire. Mais je sentais qu'il ne s'attachait pas à la haine. Il cherchait autre chose, moins spectaculaire, plus ancien. Dans le réduit obscur, à l'arrière de la boutique, Holmes fit jouer la serrure d'une armoire. Elle céda avec une plainte métallique. Il y avait là une dizaine de fioles, certaines vides, d'autres contenant un résidu noirâtre, mais l'une d'elles attira son attention. Il la prit entre 2 doigts, la fit tourner sous la lumière morne. « Voilà qui n'a pas été fabriqué pour la clientèle », murmura-t-il. La fiole était vide, mais portait, gravées à l'acide, 2 lettres élégantes, P.W. Je m'apprêtais à formuler une hypothèse, mais Holmes la glissa simplement dans sa poche, sans un mot. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux avaient changé. Je les connaissais assez pour savoir qu'un engrenage venait de s'amorcer. Ces initiales ne figurent dans aucun des testaments, Watson. Mais elles nous mèneront à quelqu'un, ou à quelque chose. Je tentai, pour ma part, d'obtenir quelques renseignements auprès des commerces voisins. Une librairie poussiéreuse, une boutique de pipes, un traiteur. Mais partout, je rencontrais les mêmes regards fuyants, les mêmes sourires contraints. On me disait que Dr. Kemp avait toujours été courtois, mais distant, qu'il avait fermé boutique pour raisons personnelles, ou qu'il n'était pas là, pas du genre à créer des histoires. Il y avait là moins de peur que de gêne, comme si, en parlant de lui, on risquait non pas un danger, mais une souillure morale. Je revins bredouille, irrité par cette politesse qui, sous prétexte de bienséance, effaçait tout ce qui aurait pu être utile. Holmes m'écouta en silence, puis conclut doucement. Il n'est pire mur que celui que les convenances bâtissent ensemble. Ce quartier a choisi d'oublier, cela signifie qu'il a vu. Ce fut, au détour d'un registre de patients, que nous trouvâmes l'information clé. Une simple annotation manuscrite, ajoutée en marge, signalait que le docteur Kemp avait quitté Londres pour le Nord, près d'1 an avant la mort du premier mari. Je montrai le passage à Holmes. Il se contenta de hocher lentement la tête. « Voilà qui réduit notre homme à une ombre, dit-il. On ne tue pas depuis l'ombre, en tout cas pas sans relais. » Je restais songeur. Si Kemp n'avait pas été présent au moment des décès, alors son rôle, s'il existait encore, ne pouvait être que celui du déclencheur, de celui qui laisse derrière lui une mèche allumée. Ou bien, n'était-il qu'un leurre? Holmes ne dit rien de plus. Il notait, je le sentais, l'écart entre le lien apparent et l'absence réelle. Et dans cet écart, il entendait déjà la voix de quelqu'un d'autre. Alors que nous quittions l'arrière-boutique, Holmes ralentit brusquement le pas. Il se pencha, ramassa un petit feuillet plié sous un pied de chaise renversé. Il le lut, le replia et le glissa dans son portefeuille avec une indifférence feinte. « Rien d'essentiel, » murmura-t-il. « Une note notariale, mais un nom m'a intéressé. » « Lequel »
Il sourit, presque distraitement. « Fairbank. Cela ne vous dit rien, n'est-ce pas, Watson ?» Je secouai la tête. Un notaire discret, aux pratiques régulières. Un nom qu'on entend une fois, puis qu'on oublie. Et pourtant, voilà qu'il revient à 2 reprises dans une affaire qui n'est censée concerner personne d'autre que 2 femmes et 2 morts. Je n'eus pas le temps d'en demander davantage. Holmes hâtait déjà le pas. Il semblait avoir trouvé, sinon une réponse, du moins la bonne direction. Et moi, je sentais, à ce ton que je lui connaissais bien, que l'affaire venait de franchir un seuil invisible. Le genre de seuil que l'on franchit sans toujours savoir si l'on souhaite vraiment ce qui nous attend de l'autre côté. La plume d'un homme se reconnaît à sa courbe, disait Holmes, celle d'un esprit méthodique à sa répétition. Nous étions de retour à Baker Street, et Holmes, les coudes posés sur le bureau, examinait 2 documents soigneusement étalés devant lui. C'étaient les testaments de feu M. Worthington et de feu M. Allerton, obtenus après une simple demande adressée à leurs études notariales respectives. Je les avais lus sans en tirer plus qu'un sentiment vague de similitude. Mais Holmes, lui, les comparait ligne à ligne, presque mot à mot. Il ne s'agissait pas seulement du fond, bien que celui-ci fût troublant, tant les legs principaux suivaient une même logique, mais de la structure elle-même, même tournure, même paragraphe juridique, même clause de précaution. « Ce ne sont pas 2 testaments, Watson, » dit-il finalement, en repliant lentement l'un des feuillets. « Ce sont des jumeaux, et comme tous les jumeaux, ils ont été conçus ensemble. » Je fronçai les sourcils. « Vous supposez donc une volonté commune ?» Il haussa les épaules. « Ou bien une main unique qui les a conduits à écrire ce qu'ils croyaient vouloir écrire ?» En relisant plus attentivement le 3e paragraphe de chaque document, je remarquai un détail curieux. Tous 2 faisaient mention d'un objet personnel, une montre de poche en or, ayant appartenu à l'aïeul du testateur, qui devait être remise à une tierce personne désignée, mais dont le nom apparaissait, dans les 2 cas, partiellement illisible. « Il s'agit peut-être d'un effacement accidentel, » proposai-je. Holmes me jeta un regard sec. « Vous connaissez beaucoup d'accidents qui se produisent 2 fois de suite, sur 2 documents différents, conservés à des adresses distinctes ?» Il passa le doigt sur la ligne en question. « Il n'y a pas eu effacement, il y a eu dissimulation. Le nom n'est pas flou, il a été gratté. Et c'est là tout le génie. Faire passer un acte volontaire pour une détérioration fortuite. Il ne dit rien de plus, mais je vis, à la crispation de sa mâchoire, qu'il avait compris quelque chose que je ne voyais pas encore. Nous avions eu la prudence de faire demander à Madame Worthington si l'objet mentionné dans le testament était encore en sa possession. Elle avait répondu, laconiquement, que la montre s'était perdue au moment du déménagement. Holmes, qui n'accordait jamais d'importance aux coïncidences, m'entraîna dans un silence pensif vers notre petite armoire d'objets récupérés. Là, il en tira une montre ancienne qu'il avait ramassée des mois auparavant dans une vente judiciaire liée à un certain notaire en faillite. Regardez bien, Watson. L'objet était massif, finement ciselé. Au revers, on distinguait les lettres entrelacées P.W., les mêmes que sur la fiole retrouvée chez le docteur Kemp. Mais plus étrange encore, à l'intérieur du couvercle, une devise en latin gravée à l'acide, Tempus revelat omnia. Le temps révèle tout, murmurai-je. Holmes referma le mécanisme d'un clic net. Ou bien il cache, si on le lui ordonne. Ce fut, en comparant les dates de révision des 2 testaments, que Holmes fit surgir une conclusion plus vaste. L'un et l'autre avaient été amendés exactement à 1 mois d'intervalle, la même année.
et dans les deux cas, le notaire chargé de l'opération n'était autre que Mr. Fairbank, dont le nom nous était déjà apparu dans une note retrouvée chez Kemp. Holmes traça au crayon une ligne invisible entre les dates, les signatures et les clauses similaires. « Il y a là une ligne de transmission, » dit-il. « Pas une ligne légale, mais une ligne psychologique, une influence. » Je m'efforçai de comprendre. Vous insinuez que Fairbank aurait suggéré ces clauses, ces formulations? Pourquoi? Holmes sourit. Ce n'est pas ce qu'il a suggéré, Watson, c'est ce qu'il a omis de dire. Et parfois, une omission habile vaut toutes les suggestions. Il suffit de savoir à qui ne pas poser une question pour orienter un testament. Je demeurais songeur. Il me semblait que chaque mot ajouté au dossier éloignait un peu plus la lumière. Je ne pus m'empêcher de formuler tout haut une hypothèse qui, jusque-là, n'avait été que latente dans mon esprit. Et si les deux femmes s'étaient concertées, si elles avaient orchestré cela ensemble? Holmes se redressa légèrement. Voilà une pensée bien victorienne, Watson. Vous supposez l'émotion, le ressentiment, l'intérêt conjugal partagé, mais non. Ces deux femmes ne se parlent pas, ne se regardent pas. Elles n'ont pas agi ensemble. Elles ont peut-être été poussées par la même main. Ou bien... Il ne termina pas sa phrase. Je le regardais avec insistance. Ou bien, il allume une cigarette. Ou bien l'une d'elles regarde l'autre, comme un miroir. Ce fut au détour d'une conversation que Holmes, soudain, posa une question dont je ne saisis ni la portée, ni la logique. Watson, vous souvenez-vous de la couleur du thé servi à Richmond? Je restai interdit. Je suppose qu'il était brun, comme à l'ordinaire. Il secoua la tête. Non, mon ami. Il était rougeâtre, très légèrement, certes, mais suffisamment pour que la lumière l'altère. Et cela change tout. Je le fixai, déconcerté. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas encore, mais dites-vous ceci. Un thé rouge, une montre absente, une clause effacée et deux testaments jumeaux ne se rassemblent pas par hasard. Ce ne sont pas des indices, ce sont des reflets d'une seule et même image. Il se leva, prit sa canne et ajouta en quittant la pièce. Et il est temps que nous regardions cette image dans le bon miroir. L'ombre d'un défunt plane rarement sur sa maison, avec autant d'insistance que celle que je ressentis en franchissant le seuil de la résidence Allerton. Il ne s'agissait ni d'un frisson surnaturel, ni d'un effet de l'imagination. C'était un silence organisé, maintenu, imposé. Une domestique âgée, au regard circonspect, nous ouvrit. Elle nous fit entrer avec une politesse tendue, les mains jointes comme pour conjurer un trouble ancien. Madame Allerton, apprîmes-nous, se reposait. La servante, elle, parlait peu et répondait moins encore. Mais il n'était pas nécessaire de l'interroger longuement. Dans cette maison, les mots semblaient porteurs de conséquences. Holmes ne dit presque rien. Il observe l'escalier, les cadres, les angles. Je le suivais, de plus en plus convaincu que quelque chose ou quelqu'un cherchait ici à maintenir un décor intact autour d'une absence irrémédiable. La chambre du défunt était sobre, presque austère. Un lit étroit, une coiffeuse ancienne, quelques livres à la reliure élimée. Rien, au premier regard, ne trahissait le drame qui s'y était joué. Mais Holmes s'arrêta net devant le miroir. L'objet, suspendu face à la fenêtre, portait une fêlure discrète, presque invisible sous un angle oblique. Un éclat avait été recollé avec maladresse. La fêlure courait comme une ligne de faille, à peine visible. « Une réparation est toujours un aveu, Watson, » murmura Holmes. Je haussai les sourcils. Et que nous avoue-t-elle? Qu'ici, quelque chose s'est brisé, et que l'on a voulu que cela se voie le moins possible.
Il se pencha pour examiner l'arrière du cadre, puis se redressa sans commentaire. Ce silence-là en disait plus qu'un discours. Il ne s'agissait pas d'un simple miroir, c'était un reflet conservé, reconstruit, peut-être même falsifié. Le bureau, en revanche, n'appelait guère l'attention, jusqu'à ce que Holmes fît glisser l'un des tiroirs inférieurs. Il grinça douloureusement et révéla une particularité. La serrure avait été arrachée. « Vous voyez, Watson ?» Je m'approchai. Les bords du bois étaient éraflés, marqués de coups précis, mais anciens. Le travail n'avait pas été fait à la hâte. Il avait été méthodique, mais clandestin. « C'est une effraction, dis-je. »« Non, » répondit Holmes. « C'est un effacement. Une serrure qui n'existe plus ne peut plus poser de questions. » Je constatai qu'il ne restait à l'intérieur qu'un papier plié en 4, vierge. « Il est des silences plus bavards que les mots, » ajouta-t-il. Au mur, entre 2 étagères, une gravure de chasse représentait une scène bucolique, sans grand intérêt apparent. C'est Holmes qui en remarqua le léger désalignement. Il ne disait rien, mais ses doigts effleuraient le cadre, puis le mur derrière. Cette image a été décrochée et raccrochée très récemment. Je haussai les épaules. Cela peut être dû au nettoyage ou à... À quoi, Watson? Vous connaissez beaucoup de domestiques qui décrochent un tableau poussiéreux pour le replacer 3 pouces plus bas. Je n'eus pas de réponse. Le regard de Holmes s'était assombri. Il fixait le tableau comme un homme écoute une parole inaudible. Quelques jours plus tard, notre visite à la maison de Madame Worthing à Richmond apporta une révélation. Dans la chambre du défunt Worthing, un tableau presque identique, même cadre, même thème, même taille, ornait le mur face au lit. Holmes s'arrêta net. Il ne chercha pas à masquer sa curiosité. Il ôta le cadre avec une lenteur presque cérémonielle. Derrière le tableau, encastré dans la boiserie, une planche semblait légèrement différente des autres. Holmes y appuya délicatement. Elle céda, révélant une cavité étroite dans laquelle reposait un objet plat, enveloppé dans une étoffe de lin jauni. « Vous souvenez-vous du miroir, Watson, et du tiroir ?»« Oui, » répondis-je. « Et maintenant le mur. » Il hocha la tête. 3 absences, 3 déguisements. L'objet dissimulé dans le mur était une lettre, pas même une lettre complète, quelques feuillets, dont le dernier semblait avoir été arraché. L'écriture, tremblante, semblait s'être interrompue à mi-phrase, comme saisie par une pensée trop lourde ou par une main arrêtée. Holmes lut en silence. Il ne me tendit pas les pages immédiatement. Lorsqu'il le fit, il me dit simplement « Ce n'est ni un aveu, ni une confession. C'est un soupir d'angoisse retenu trop longtemps. » Je parcourus les lignes, déchiffrant les hésitations, les répétitions, les tournures elliptiques. Il était question d'un secret partagé, d'un poids qui devait changer de main avant qu'il ne soit trop tard. Mais nul nom, nulle signature. « Le cœur a parfois ses codes, Watson, » dit Holmes, « et cette lettre n'a pas été écrite pour être lue. Elle a été écrite pour être trouvée. » De retour à Allerton House, Holmes demanda à parler quelques instants à Madame Allerton. Elle apparut dans le petit salon, vêtue avec soin, mais comme si chaque bouton avait été refermé sans conviction. Elle s'assit. Holmes ne la questionna pas immédiatement. Il parle de Richmond, du mobilier, du climat, puis du thé servi ce matin-là. « Était-il à votre goût, madame ?» Elle sursauta imperceptiblement. « Le thé ? Oui. Était-il rouge ou brun ? » Elle ne répondit pas. Mais ses mains, croisées sur ses genoux, se crispèrent. Ce ne furent pas les mots qui me troublèrent ce jour-là. Ce fut ce qui suivit. Un silence si dense qu'il semblait contenir autre chose qu'une simple gêne.
Un poids invisible s'était installé dans la pièce. Et je sus, sans savoir pourquoi, que Holmes venait d'ouvrir une porte, que quelqu'un ici espérait ne jamais voir franchie. Ce fut au hasard d'une conversation avec un employé de l'étude Fairbank que j'appris l'existence d'un rituel ancien, presque banal dans son apparence. Les deux défunts, M. Worthing et M. Allerton, se retrouvaient chaque mardi soir dans un club privé de Kensington. On disait que ces dîners, sobres mais réguliers, remontaient à leurs années communes d'investisseurs. Une amitié née autour de la table des chiffres et consolidée par celle des repas. Je rapportais ce détail à Holmes, convaincu qu'il y verrait un simple trait de mœurs. Mais ses yeux s'éclairèrent d'une lueur aiguë. Les habitudes, Watson, ne sont jamais anodines. Lorsqu'elles se brisent, elles laissent passer la lumière. Voyons donc ce qu'elles révèlent. À notre arrivée au club, un établissement discret dont les membres semblaient nos plus familiers du Times que de la conversation, Holmes demanda à voir le maître d'hôtel. Mais c'est un serveur âgé, au dos courbé et à la mémoire vacillante, qui nous fut présenté. Holmes l'aborda avec une bienveillance feinte. L'homme, hésitant d'abord, retrouva peu à peu le fil de ses souvenirs. Il se rappelait bien ces deux messieurs, toujours polis, toujours ponctuels. Et puis, il y avait eu ce mardi étrange. L'un d'eux ne vint pas, dit-il. Il avait envoyé un télégramme, du moins, c'est ce que l'autre affirma. Et quel était ce mardi, précisément ? Demanda Holmes. Une semaine avant la mort de M. Allerton. Le serveur baissa les yeux, comme si cette date l'obligeait, encore aujourd'hui, à une forme de prudence. Holmes, d'un ton neutre, demanda alors à consulter les archives du club. Peut-être ce télégramme avait-il été consigné. Un registre, une note, une mention dans le carnet du portier ? Rien. Ni dans les registres, ni dans les notes manuscrites du personnel. Aucun télégramme n'avait été réceptionné ce soir-là, ni transmis. Le personnel avait pris pour argent comptant la parole du convive présent. Et celui qui dîna seul, c'était M. Worthing ? Demanda Holmes. Oui, monsieur, répondit le serveur. Il était resté plus longtemps que d'habitude. Il avait pris un dessert, ce qui ne lui ressemblait guère. Cette remarque, pourtant banale, sembla fixer une idée dans l'esprit de mon ami. Il ne la commenta pas, mais ses doigts se crispèrent brièvement sur la table. Avant de nous quitter, le vieil homme eut un geste d'hésitation, puis sortit d'un tiroir un menu plié, jauni, sur lequel il avait conservé des annotations personnelles. Il le tendit à Holmes avec précaution. C'est un vieux réflexe. Je note parfois les plats choisis par certains membres. Holmes prit le feuillet, le parcourut d'un regard rapide, puis s'attarda sur le coin inférieur droit. Vous voyez cela, Watson ? Une série d'initiales griffonnées au crayon, PW, un chiffre illisible, et une tache d'encre en forme d'éclaboussure. Rien, en soi, qui pût faire sens, mais pour Holmes, le désordre même semblait parler. Les initiales, murmura-t-il, sont peut-être plus qu'un nom, peut-être un signal, une main tremblante, ou une main hésitante. Vous sentez ce parfum ? Ce n'est pas l'encre, c'est l'oubli prémédité. Il replia le menu avec soin. Sur le chemin du retour, Holmes évoqua brusquement un nom dont je ne me souvenais pas avoir entendu parler depuis des années, celui de Basil Trent, ancien capitaine de l'armée des Indes, revenu à Londres après un revers de fortune. On le disait proche de Madame Worthing, à l'époque où elle n'était encore qu'Adela Morgrave, m'apprit Holmes. Puis, plus tard, il fit une cour pressante à Madame Allerton, avant son mariage. Vous supposez qu'il ait pu nourrir quelque rancune ? Demandai-je. Holmes sourit. Je suppose que l'on ne survit pas deux fois au même rejet sans se chercher un rôle dans l'histoire des autres. Mais il écarta d'un geste cette piste,
comme on éloigne une ombre passagère. Non, Tran n'est pas l'architecte. Il est peut-être une distraction, une silhouette que l'on place dans le champ, pour masquer le mouvement réel en coulisses. De retour à Baker Street, Holmes s'installa à son bureau. Devant lui, il disposa les objets comme les pièces d'un jeu d'échecs ancien. La montre, le testament annoté, la gravure déplacée, la fiole marquée PW, le menu taché. Et enfin, le couteau à beurre, que je n'avais même pas vu glisser jusque-là dans sa poche. Il les observa longuement, sans rien dire. « Watson, dit-il enfin, tous ces objets ont un point commun. Ils ne crient pas, ils murmurent, et il faut écouter les murmures. » Je restai silencieux. Il continua, presque pour lui-même. « 2 hommes meurent dans leur sommeil, 2 femmes qui vivent dans la retenue, 2 testaments rédigés par la même main. Et au centre de cette symétrie, une absence, celle de la vérité. » Il se leva, ferma les volets d'un geste lent et reprit. « Nous approchons du cœur, mais plus on s'approche, plus le silence devient lourd. Et ce silence, Watson, je crains qu'il ne vaille mieux qu'un cri. Il est dans certains matins une tension silencieuse, une densité dans l'air que même la vapeur du thé ne parvient à dissiper. Ce matin-là, Holmes avait convié Madame Worthing et Madame Allerton à un petit déjeuner dans notre salon de Baker Street. L'invitation, courtoise mais vague, mentionnait une découverte d'importance à partager dans la plus stricte intimité. Les 2 femmes arrivèrent à l'heure. Aucune ne s'était annoncée la veille. Aucune ne parut surprise de la présence de l'autre. Pourtant, dès les premiers instants, une froideur palpable s'installa entre elles, non pas de la haine, mais cette neutralité feinte qui, souvent, dissimule un passé partagé. Holmes, d'un calme presque cérémonieux, nous installa autour de la table, puis me fit un discret signe de tête. Je sus alors que le véritable menu de ce matin n'était pas posé sur les assiettes, mais suspendu dans l'air entre nous. C'est en posant la main sur la nappe que je le remarquai. Le couteau à beurre, simple ustensile de notre service quotidien, était placé à gauche de l'assiette de Madame Allerton, non à droite, comme le veut l'usage. Ce détail, en soi insignifiant, m'intrigua. Je levai les yeux vers Holmes. Il l'avait vu, bien sûr. Ses doigts pianotaient doucement sur la table, et son regard, en apparence flottant, ne quittait jamais tout à fait cette lame anodine. Il ne fit aucun commentaire, mais je compris que, dans sa logique patiente, ce détail n'était pas une erreur, c'était un signal. Je jetai un coup d'œil aux 2 femmes. Aucune ne semblait avoir remarqué le déplacement, mais je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'une scène s'était mise en place et que chacun, autour de la table, jouait un rôle dont lui seul connaissait la portée. Après quelques politesses, Holmes se pencha légèrement en avant et prononça ces mots avec une douceur étudiée. « Mesdames, je vous remercie d'être venues. J'aimerais vous lire un passage. » Il sortit de sa poche une feuille pliée qu'il déplia lentement. Le silence se fit plus dense. « Il s'agit, affirma-t-il, d'un extrait du journal intime de feu M. Worthing, retrouvé récemment par l'un de mes correspondants. Il lut alors à voix basse. Elle sait. Je l'ai vu lire entre les lignes, mais elle ne dira rien. Elle attend. Et moi, je ne dors plus. Il y a une ombre au fond du thé. » À ces mots, je vis Madame Allerton tressaillir. Madame Worthing, elle, demeura impassible. Holmes replia le feuillet. Étrange, n'est-ce pas? Un journal dont personne n'avait connaissance, et qui pourtant suscite une réaction si vive. Je compris alors que ce journal n'avait jamais existé, mais que ces mots, eux, touchaient une vérité bien réelle. Le souffle de Madame Allerton s'était fait plus court. Son regard, fixé sur Holmes,
vacillait entre la panique et la reconnaissance. Puis, soudain, elle tourna la tête vers Madame Worthing, lentement, comme si un fil longtemps tendu cédait enfin. « Vous lui avez fait croire, dit-elle. Vous m'avez dit que ce serait juste une délivrance. » Sa voix se brisa. Madame Worthing, droite comme un juge, ne détourna pas le regard. Elle répondit d'un ton bas. « Vous étiez seul et faible. Je vous ai simplement écouté. »« Non, » répondit Madame Allerton. « Vous m'avez guidé, et moi, je ne savais plus penser par moi-même. » Elle porta la main à son front et s'effondra en sanglots. Je vis alors chez Holmes non un triomphe, mais une gravité plus profonde encore. Il ne s'agissait pas ici d'un crime ordinaire, mais d'un crime né de l'influence, invisible, insinué, presque indéfendable. Holmes attendit que le silence s'installe de nouveau, puis parla d'une voix égale, presque compatissante. « Madame Worthing, vous n'avez jamais levé la main sur votre mari. Vous n'avez jamais versé de poison, ni touché à ses affaires. Et pourtant, il est mort parce que vous avez choisi, un soir, de dire les mots exacts, dans l'ordre exact, à une personne fragile. » Il se tourna vers moi. « Watson, la culpabilité véritable ne laisse pas de traces matérielles. Elle se glisse dans les interstices de la conscience d'autrui. Elle n'est pas un acte, mais une suggestion. » Madame Worthing ne protesta pas. Elle gardait les mains jointes sur ses genoux, son regard perdu dans une tache invisible sur la nappe. Holmes reprit, plus bas. « Ce que vous avez transmis, madame, c'est l'idée que le meurtre pouvait être une forme de soulagement. Et l'idée, vous le savez, est une graine que l'on plante sans bruit, mais dont on connaît d'avance les racines. » Il sortit alors de sa poche la montre de poche dorée, celle dont le nom avait été effacé des testaments, celle gravée aux initiales P.W. Il la posa doucement sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, sous le couvercle, brillait toujours l'inscription latine que nous avions découverte, Tempus revelat omnia. « Le temps révèle tout, » murmura Holmes, « ou bien, et c'est peut-être pire, il révèle à ceux qui savent regarder. » Il appuya sur un petit ressort dissimulé dans la charnière. Un double fond s'ouvrit, révélant un minuscule papier roulé. Il le déplia. Il contenait une suite de chiffres et un nom, un pseudonyme connu d'un seul établissement bancaire discret de la City. « Un coffre, » conclut Holmes, « ouvert, sous un nom emprunté, alimenté pendant 10 ans, et destiné, sans doute, à n'être jamais réclamé que par la dernière survivante. » Je regardais successivement les deux femmes. La question, désormais, n'était plus de savoir qui avait tué. C'était de savoir qui, des deux, savait qu'elle ne serait jamais la dernière. Il n'y eut ni cri, ni scandale, ni révélation publique. L'affaire des deux veuves glissa dans les archives de Scotland Yard comme une brume de novembre dans les ruelles de Marylebone. Les journaux, curieusement, n'en parlèrent guère. Le nom de Madame Worthing ne fut mentionné qu'en bas de colonne, et celui de Madame Allerton n'apparut nulle part. La première fut inculpée pour faux testamentaire et soupçon de manipulation avec préméditation. Elle attendait son procès dans une chambre discrète du comté, d'un calme presque choisi. La seconde, brisée, n'opposa aucune résistance à son internement volontaire. Elle fut conduite à l'asile de Roehampton, où elle demanda à n'avoir ni visite ni miroir. Je fus profondément troublé par cette fin sans bruit. Il me semblait que rien, dans ce dénouement feutré, ne répondait pleinement à la gravité de ce que nous avions mis au jour. Une vérité étouffée, comme prononcée à voix basse dans une pièce vide. Holmes, un soir, me confia cette pensée singulière. Watson, un mot versé dans l'esprit d'un être fragile, agit plus sûrement qu'un poison dans le sang. Je méditais longtemps cette phrase. Dans cette affaire,
aucun revolver, aucun poison connu, aucun crime visible, et pourtant 2 morts, 2 veuves, 2 silences. Et au centre, non pas une main criminelle, mais une idée. Une simple idée, soufflée au creux de l'intime, déguisée en réconfort, insinuée avec patience. Je compris alors que l'assassinat n'avait pas eu lieu dans les chambres sombres des défunts, mais dans le cœur hésitant d'une femme impressionnable, guidée vers l'abîme par une voix douce, presque maternelle. Le vrai meurtre, peut-être, fut cette absence de résistance. De tout ce que nous avions réuni, fioles, montres, lettres effacées, tableaux déplacés, il ne restait plus rien dans notre salon. Et pourtant, chaque fois que je prenais mon petit déjeuner dans la quiétude de Baker Street, je les sentais là, silencieusement présents. La montre, par exemple. Elle avait disparu dans un dossier scellé, mais je continuais à en entendre le clic imaginaire. Le tableau de chasse, lui, n'avait jamais été accroché chez nous. Et pourtant, en passant devant un cadre banal, je me surpris à vouloir le décrocher. Et le couteau à beurre, ah, ce couteau! Il était toujours à sa place, fidèle, docile, propre. Mais je ne pus jamais plus en croiser le manche sans me demander quelle vérité il avait servi à découper, à sa manière discrète. Ces objets n'avaient pas été les instruments du crime. Ils en avaient été les témoins. Et ils gardèrent le silence, comme seuls savent le faire les meubles d'un vieux salon londonien. Holmes, durant les jours qui suivirent, resta étonnamment taciturne. Il s'asseyait souvent au bord de la table, les doigts croisés devant lui, les yeux fixés, non sur une énigme nouvelle, mais sur cette nappe blanche qu'il ne semblait plus voir. Il ne lisait pas, il ne fumait même pas. Parfois, il passait l'index le long du couteau à beurre, sans le prendre, comme s'il éprouvait la mémoire d'un objet plus que sa fonction. Je crus lire en lui, pour la première fois depuis longtemps, une forme de fatigue morale. Non l'ennui, non l'abattement, mais cette lassitude que provoque la lucidité prolongée. Comme si ce qu'il avait vu, ce qu'il avait compris, ne lui procurait aucune satisfaction. Il ne cherchait pas à effacer l'ombre, il la contemplait, et moi, assis face à lui, je compris que cette affaire avait laissé en lui une trace plus profonde que bien des crimes sanglants. Un matin, alors que je préparais le thé, Holmes rompit le silence. Sa voix était douce, presque lasse, mais elle portait cette ironie glacée qu'il savait manier comme une lame. « Vous souvenez-vous, Watson, de ce qu'elle avait dit dans sa lettre ? Quelque chose d'indiciblement troublant. Elle n'a pas menti. » Je hochai la tête sans répondre. Il fixa longuement la nappe, puis ajouta « Vous savez, mon ami, un petit déjeuner partagé peut être plus dangereux qu'un revolver chargé. » Je tournai vers lui un regard surpris. Il sourit à peine. Tout dépend de ce qu'on y sert et de ce qu'on y tait. Puis il se leva, remit en place le couteau à beurre, exactement à droite de l'assiette, et quitta la pièce, sans un mot de plus. Je restai seul un instant, les mains autour de ma tasse refroidie, songeant à ce que cette affaire avait éveillé en moi. Non une peur, non un jugement, mais une question que je n'ai depuis jamais vraiment su formuler, et que peut-être, justement, il valait mieux ne pas poser. Il reste parfois, au terme d'une enquête, non pas une certitude, mais une impression persistante, comme une ombre portée sur l'âme, une note que l'esprit ne parvient à résoudre. Ce ne fut pas la faute, ni le mobile, ni même la méthode qui me troubla le plus, mais cette étrange capacité qu'ont certains êtres à glisser dans le silence d'autrui une pensée meurtrière, sans jamais poser la main sur rien. Et vous, pensez-vous qu'un mot peut tuer plus sûrement qu'un crime, ou que l'influence d'un esprit fort suffit à effacer la frontière entre culpabilité et obéissance? Dites-le moi en commentaire.
Si cette histoire vous a retenu dans ses replis d'ombre et d'intuition, n'hésitez pas à l'honorer d'un like, à partager vos pensées, à la faire découvrir autour de vous. Et si vous aimez cheminer là où la vérité ne se donne jamais d'un seul regard, abonnez-vous. D'autres mystères vous attendent.